a des jours avec et il y a des jours sans. Et les jours sans, il faut faire avec. Il faut faire avec puisqu'une nouvelle semaine commence, synonyme de nouvelles audiences pour le tribunal de l'actualité qui vous propose chaque jour, du lundi au vendredi, un décryptage sur mesure des faits et événements marquants d'ici et d'ailleurs. Et pour aujourd'hui, les juges se réunissent pour commenter le grand oral du président de la transition, Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré qui s'est prêté aux questions de deux de nos confrères vendredi dernier. Bonjour, juge Bernard Bougman. Bonjour, président Toumangui. Bonjour, juge Ouedraogo. Bonjour, madame, monsieur. Juge Bougma, bonjour. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans le prétoire de la télé interactive Truth TV et de Watt FM, la radio 100% urbaine, pour la première audience du tribunal de l'actualité pour cette 6e semaine de l'année 2023. Une audience qui commence, bien entendu, avec la séquence avant-propos des juges que je convoque à présent. C'est la séquence avant-propos des juges et nous commençons comme tous les lundis avec Bernard Bougman. Merci, président. Alors, je voudrais souhaiter un bon lundi aux uns aux autres, une excellente semaine, tout en citant Épictète, et je cite, « N'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites. Décide de vouloir ce qui arrive et tu seras heureux. » Parce que le choix, c'est d'abord une décision personnelle. Parce que attendre que les choses arrivent comme tu le souhaites, c'est très difficile. Puisque dans ce qui arrive, il y a ce que tu maîtrises, il y a surtout ce que tu ne maîtrises pas. Mais maintenant, par rapport à tout cela, quelle est mon attitude mentale, physique, avec quel recul je prends les événements? Ça, c'est la décision personnelle. De subir, de pleurer, de pleurnicher, d'accuser des gens, d'accuser un gouvernement, d'accuser un pays qui est mal situé parce que le climat est rude, un pays qui est pauvre, tout ça, c'est des choix, c'est des attitudes. Donc maintenant la décision elle est personnelle, décision d'affronter, décision d'être optimiste, décision de croire que également même si c'est un petit coup, on peut donner à la vie et être heureux. Donc le choix, quoi qu'il en soit, c'est une décision d'assumer ou d'affronter ou de pleurnicher. Donc que Dieu fasse qu'on fasse des vraies décisions, de vrais choix, quitter dans l'accusation facile et nous assumer. Donc je voudrais souhaiter une excellente semaine aux uns aux autres, un excellent lundi, beaucoup de courage aux personnes déplacées internes, aux forces de défense et de sécurité, au VDP et à toutes ces personnes qui œuvrent sans relâche pour un Burkina paisible et de prospérité. Une bonne semaine à tous et à toutes. Votre avant-propos m'amène à me rappeler de ces propos, je crois, de André Gide, qui dit que le moment le plus pénible de la vie est celui où l'on doit faire un choix. Exactement. Souvent, on ne sait pas ce qui est bon, ce qui est mauvais. Il faut trancher dans le vif, surtout quand il s'agit de décisions à un haut niveau. N'est-ce pas, juge Bernard Bougman, qui cède maintenant la parole au juge Inoussa Ouedraogo. Merci, président. Le CIAO a pris fin hier. Le salon international de l'artisanat de Ouagadougou s'est bien déroulé sans anicroche. On craignait donc pour la sécurité, mais heureusement les forces de défense et de sécurité, la police notamment qui assurait la sécurité, a réussi à tirer donc ces marrons du feu. Félicitations à elle et félicitations aussi à l'ensemble des acteurs parce que ce n'était pas évident. C'est un CIAO qui a été reporté à 2 reprises et finalement qui a eu lieu. C'est une preuve de résilience et je voudrais ici encourager tous les artisans donc, qui ont pu participer à cette fête-là et féliciter également les acteurs qui se sont mobilisés parce que les populations sont finalement sorties. Les premiers jours c'était timide, mais globalement les uns et les autres s'en sont bien sortis et le Burkina également s'est sorti avec quelques prix remportés. Et je voudrais donc féliciter tous les acteurs et félicitations à tout le monde. Mettons le cap maintenant sur le FESPACO. Malgré les difficultés, tenons bon et nous allons nous en sortir. C'est bientôt donc le FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Et nous avons également déjà les regards tournés vers la 17e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou qui devra se tenir à bonne date pour permettre aux artisans de se refaire.
Juge Geoffroy Vara nous a rejoint. Bonjour, juge Geoffroy Vara. Oui, bonjour Président, bonjour juge Bougma, bonjour juge Ouetraogo, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Je m'excuse pour ce léger retard. Et dans la foulée, vous avez un avant-propos pour nous. Oui, j'ai un avant-propos. On est très souvent revenu sur les menaces à l'endroit des confrères. Et en la matière, il y a un procès qui lui est ouvert, Mohamed Sinon, qui est comparu. On se rappelle que c'est celui-là même qui avait proféré des menaces et même des appels au meurtre à l'endroit de Newton Ahmed Bari. Et ça, on l'a dénoncé, on l'a condamné sur ce plateau-là. Et ce qu'on apprend de minute.bf, c'est que l'homme est passé, je pense, au tribunal de grande instance de Ouagadougou et il a regretté les propos qu'il avait tenus. Il se serait excusé selon ce que rappelle donc le minute.bf. C'est bon à prendre. Maintenant, je pense que c'est une leçon aussi pour les uns et les autres. Il ne faudrait pas que dans l'euphorie ou bien dans des contextes qu'on pense très favorables à certaines choses, se permettre des écarts. Et ça même, ce n'est pas des écarts, c'est une faute. Et elle est très lourde. Se permettre certains égarements de ce type, je pense que ça, c'est une leçon. Et puis maintenant, bon, qu'aujourd'hui l'homme même reconnaisse qu'il est allé loin, je pense que ça c'est important aussi, hein, parce qu'il faut mettre ça dans la balance. On s'est plaint parce qu'à un moment donné, on avait comme l'impression qu'il y avait sur ce chapitre-là un laisser-faire. Maintenant, c'est quelqu'un qui répond. Je pense que c'est la leçon aussi pour les autres, de comprendre qu'on ne peut pas s'en prendre aux gens comme ça. Et puis, là où il y a l'idée, quand on n'est pas d'accord, avançons des idées, avançons l'argument. Aux arguments, on confronte les arguments. On ne confronte pas des menaces. C'est un autre, comment dire cela, c'est un autre chantier sur lequel il ne faut pas aller. C'est un autre terrain sur lequel il ne faut même pas aller. Parce que on est passible de poursuites judiciaires. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir dans ce qui est en train de se passer. Maintenant, on attend de voir ce qui sera décidé, jusqu'où ça va aller. Mais reconnaître déjà qu'on est allé un peu loin, je pense que c'est un mea culpa qui pèse dans la balance. Un mea culpa qui pèse dans la balance, il faut savoir raison garder et confronter les arguments aux arguments. C'était la séquence avant-propos des juges du tribunal de l'actualité qui posent leur regard aujourd'hui sur l'état des lieux de la nation établi le 3 février dernier par le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Alors, le chef de l'État a livré, si l'on peut dire, Bernard Bougman, une radioscopie ou sa radioscopie de la marche du pays. Oui, on pourrait dire sa radioscopie parce que en la matière, un regard sur une situation nationale ne peut pas être le même regard d'une personne à une autre, d'une entité sociale à une autre, ou selon la zone géographique dans laquelle on se retrouve. Et parfois, les convictions politiques, les choix et orientations idéologiques même viennent teinter tout ce regard-là. Donc, effectivement, on pourrait conclure que c'est sa radioscopie à lui. Maintenant, est-ce qu'il a fait preuve d'objectivité sur certains sujets? Est-ce qu'il a fait preuve de réalisme sur certains sujets? Est-ce qu'il a fait preuve de sincérité? C'est surtout sur ces aspects qu'on peut effectivement apprécier sa sortie. Du reste, c'est un exercice où, quand on regarde dans le fond comme dans la forme, il s'en est bien sorti, beaucoup plus à l'aise, très rassurant. Et on a senti de la sincérité dans les réponses qui ont été effectivement données. Même si certaines questions de fond ont été éludées, ont été suffisamment, on est vite passé là-dessus, en termes de réponses, alors que les questions sont bien précises et on attendait mieux en termes de réponses sur certains sujets sérieux. Je pensais qu'il pouvait mieux faire. Mais on sent également que c'est un chef de l'État qui s'était sérieusement préparé pour ce grand oral. Et c'est ça aussi, c'est à mettre à l'actif certainement des organisateurs. Nous avons vu des rencontres des chefs d'État burkinabés aux réponses, à l'exercice des réponses aux questions. On se rend compte que l'interview a été seulement programmée, mais il n'y a pas eu une préparation rigoureuse pour pouvoir répondre sérieusement aux questions. Et là, on a senti que il a été bien préparé. Mais maintenant, je dis bien, il y a des sujets sur lesquels certainement on reviendra en détail. On attendait mieux en termes de réponse ou de consistance, pour ne pas dire de profondeur. Alors, est-ce qu'il a fait un choix
d'éluder ou de répondre en balayant du revers de la main certains pans de la question, ou bien, là, il y a des interrogations en tout cas qui demeurent. Mais dans l'ensemble, en tout cas, globalement, il s'en est mieux tiré. Dans l'ensemble, Inoussa Ouedraogo, il s'en est bien tiré, pensez-vous. Il a abordé une palette de secteurs, de segments de la nation, de la vie de la nation. Il a parlé d'un certain nombre de choses, de la sécurité, bien sûr, la situation sécuritaire, la crise humanitaire, la justice, la bonne gouvernance, la diplomatie. Vous pensez que, dans l'ensemble, et rapidement, c'est un exercice réussi? Non, je ne sais pas s'il a réussi son exercice, mais en tout cas, il s'est prêté à l'exercice. C'est un exercice difficile, il faut le reconnaître. Et puis, il a essayé donc d'apporter des éléments de réponse à certaines questions. Sur d'autres questions également, malheureusement, le flou demeure, le flou persiste. On n'a pas eu plus d'informations qu'il n'en fallait. Mais j'espère que, sur le terrain, on verra les éléments de réponse qu'il a pu apporter. On essaiera d'apprécier. Sinon, sur d'autres éléments, moi, je suis resté sur ma soif. Sur sa soif, et d'autres aussi sont restés sur leur faim. Je ne sais pas ce qu'il en est du juge Geoffroy Vara. Oui, merci Président. Bon, on est sur les questions de forme. Sur la question de forme. Sur les questions de forme, pour moi, quand il y a ce type d'échange, déjà pour le gage comment dire cela, de clarté, il faut le faire en direct. Pour moi, c'est un principe aussi. Parce qu'après, on peut soupçonner que vous avez coupé des parties. Il faut le faire en direct. Ça, c'est très important. Et puis, je félicite aussi les confrères. Ils ont été d'une certaine façon à la hauteur. Même si on s'attendait à ce que, face au capitaine président, il y ait des questions qui permettent de creuser certains autres sujets sur lesquels on a été surpris de ne pas avoir de relance. Autre mesure, parce qu'il y avait des précisions qu'on devrait pouvoir avoir sur certaines questions. Même celles attendues de coopération, on va aller dans les détails, on a senti qu'on s'est arrêté à ces justes réponses. Et pour moi, il y avait beaucoup d'autres éléments qui pouvaient être creusés. Donc, que ce soit en direct, il y a un gage que cela donne. Et puis, deuxièmement aussi, nous, on est des médias. Je pense que c'est une affaire nationale. C'est la première fois qu'ils décident comme ça de s'exprimer lors d'un grand oral. On ne va pas demander que toutes les presses soient représentées là-bas, ce n'est pas le principe. 2 journalistes peuvent poser toutes les questions que tous les journalistes auraient pu poser. Mais même dans le principe, on le disponibilise sous embargo, comme on le fait quelquefois pour les comment on appelle ça, pour les discours et tout. Voilà, ce n'est pas l'affaire d'une télévision nationale ou bien de 2 médias. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est une affaire nationale. Il faut le disponibiliser pour tous les médias, quitte à ce qu'ils puissent, sous embargo, à leur indiquer, le diffuser comme tout le monde. Ça aussi, c'est un principe. Ce qui a fait justement que cette interview est passée ce 3 février là sur 2-3 médias. Je crois qu'il y a un autre média en dehors des 2 médias qui étaient impliqués dans l'entretien qui a diffusé cet entretien-là. Oui, rapidement. Ce qui veut dire qu'en la matière, pour les autres médias, si vous voulez, ça veut dire que vous décrochez et vous partez prendre le signal d'un autre média et après vous revenez. Encore que là-dessus, ce sont ces médias en question qui disent qu'à telle heure, suivez et tout. Bon, je pense que soit c'est le président qui s'adresse à tous les Burkinabés, c'est une affaire nationale, ou bien c'est l'affaire concoctée avec quelques médias de la place, ce qui m'étonnerait. Alors, c'était juste quelques remarques de forme. On va entrer dans le fond. Bien entendu, on ne pourra pas aborder tous les aspects de cet entretien. On va s'intéresser aux questions de sécurité. On va s'intéresser aussi en faisant, comment on dit ça, la charité, en ordonnant bien notre charité, donc en parlant aussi des aspects liés à ce que le capitaine Traoré a indiqué concernant le travail de la presse, et puis peut-être aussi évoquer les questions de bonne gouvernance ou de justice. Alors, commençons par la sécurité, puisque c'est la préoccupation majeure, un gros dossier, préoccupation majeure des Burkinabés, la lutte contre le terrorisme, et à ce sujet, le président de la transition dira que, je cite, les terroristes sont aux abois et cela fait qu'ils s'attaquent de plus en plus aux civils désarmés, avant d'indiquer
que la guerre contre le terrorisme n'a pas encore commencé. Et fin de citation. Bernard Abougouan, comment vous interprétez ces propos du capitaine Ibrahim Traoré? Oui, sur le premier pan de ces propos, qui consiste à dire que les terroristes sont aux abois, c'est pourquoi ils s'attaquent aux populations civiles, c'est pas nouveau. Le président Kaboré l'a dit, le président Damiba l'a dit, lui d'ailleurs a dit que maintenant ils font des actions d'éclat pour prouver qu'ils existent, sinon ils sont acculés et affaiblis. Et donc, sur l'ensemble, donc les deux premiers avant lui l'ont dit, et lui également, il le répète. Ce qui fait que cette phrase, elle n'est pas nouvelle. Maintenant, elle est utilisée, elle est dite en d'autres termes, selon chaque dirigeant, avec ses éléments d'appréciation. Donc ça, c'est une phrase que nous entendons effectivement tous les jours. Et l'autre, c'était que l'armée montait en puissance. Oui, mais quand vous dites que c'est une phrase qu'on entend tous les jours, c'est la vérité, oui ou non? Les terroristes sont effectivement aux abois, oui ou non? Sous le président Kaboré, si les terroristes étaient aux abois, on n'en serait pas là. Sous Damiba, si c'était ça, et que ce n'était que des actions d'éclat, on n'en serait pas là. Lui-même ne serait pas renversé parce que c'est sûr qu'il était en train de renverser la tendance, ce qui n'était pas le cas. Mais ici, ce qui est vrai, c'est qu'on a un chef de l'État qui a fait le choix clair de la guerre, qui dit que j'ai une main tendue mais pas de la négociation. Donc il donne une bonne dose de fermeté et qui prouve qu'il est un chef de guerre assumé. Ce qui est vrai, c'est le changement de tactique. On est monté beaucoup plus dans l'offensive, où des bases terroristes sont détruites. Ça, au moins, ce sont des signes visibles du changement de cap. Ça, c'est j'ai dit bien des signes visibles. Mais de là à dire qu'ils sont aux abois, c'est-à-dire que nous avons réussi d'ailleurs, pas seulement à équilibrer le rapport de force, mais à inverser le rapport de force en notre faveur, alors qu'ils reconnaissaient sous peu à l'université que le nombre d'attaques s'est multiplié. Effectivement, quand on dépose cela sur la table, on est tenté de prendre avec de la réserve. Je n'ai pas dit que le cap n'a pas changé. Le cap a changé. Oui. La vision a changé. D'un point de vue d'appui logistique, les choses ont été accélérées pour l'armement. Comment on appelle ça, un bon recrutement des VDP formé pour une réorganisation du dispositif et même de l'augmentation du nombre des régions militaires, des bases aériennes. Il y a ce travail de fond qui est fait. Ça, je ne nie pas ça. Mais est-ce que c'est suffisant pour dire que les terroristes sont aux abois, c'est pourquoi ils attaquent les civils, alors que depuis un certain temps d'ailleurs, c'est les civils qu'ils attaquent. Les militaires sont attaqués en mouvement, les détachements sont rarement pris pour cible. Et ça, c'est un fait. Donc c'est pourquoi j'ai dit, cette phrase, on l'a effectivement beaucoup entendue. Mais maintenant, il dit que la guerre n'a même pas encore commencé. C'est ça. Donc, comme il dit que la guerre n'a pas encore commencé, ils sont à l'étape échauffement, ils sont à l'étape d'entraînement, de match amical en attendant le vrai match. Là, effectivement, maintenant, c'est comment, quand la vraie guerre va commencer, la vraie opération de libération du territoire va commencer, quels vont être les signes? Bon, j'ai dit là, effectivement, ces précisions, effectivement, n'ont pas été données. Mais il a dit quelque chose de très subtil. Il a dit aux populations de s'armer de courage, que ça ne va pas être simple. Ça va être dur. C'est vrai qu'il n'a pas insisté sur cette phrase, mais il ne faut pas se leurrer. Il sait de quoi il parle. Et là, effectivement, c'est de dire, la guerre n'a pas encore commencé, mais c'est d'insister que ça va être dur, et ça nécessite même une organisation, même au niveau des populations, au niveau secteur, au niveau village. Ça demande effectivement une autre opération, une autre organisation pour accompagner en termes de vigilance à redoubler. Alors, Inoussa Ouedraogo, la guerre n'a pas encore commencé. Ça veut dire que les jours qui viennent seront encore plus durs. Et chaque Burkinabé doit se mettre dans la tête que nous sommes en guerre, mais les véritables opérations terrestres n'ont pas encore commencé. Est-ce que ça va être dur, difficile? Bon, c'est déjà extrêmement difficile. Ça fait 8 ans que les Burkinabés sont dans cette souffrance, dans cette misère. Ça fait 8 ans que notre armée se démerde comme elle peut pour faire cette guerre. Si le président lui-même dit que ça n'a pas encore commencé, ben on attendra que ça commence véritablement. Je ne sais pas ce qu'il met dans ça n'a pas encore commencé, mais c'est pas compréhensible qu'à ce stade-là, le président dise que la guerre n'a pas encore commencé. D'autant qu'il y a des gens qui sont morts au nom de cette guerre. Vraiment, je ne sais pas quand cette guerre va véritablement commencer, qu'est-ce qu'on dira. Mais dans tous les cas, je pense qu'il n'y a rien de nouveau que le président nous ait apporté sur le plan sécuritaire.
On savait tous déjà que la situation était difficile. Le président a fait lui-même le bilan à l'université en reconnaissant que sur le terrain, c'est très difficile. Nous avons connu beaucoup de pertes. Il n'y a pas véritablement de recul. Il voulait faire une sorte de bilan. On n'a pas encore jusque-là des éléments effectivement qui montrent que il y a sur le terrain des avancées notables, des espaces libérés véritablement qui sont sous notre portée. Et la montée en puissance de l'armée qui a toujours été chantée n'est pas perceptible. Et quand le président vient dire que la guerre n'a pas encore commencé, et il vient dire en même temps effectivement que pour le moment l'armée n'est pas encore arrivée à son niveau le plus, en tout cas dans sa meilleure forme. On attend de voir que la guerre commence effectivement et que le président nous dise comment cette guerre va se faire. Alors justement, est-ce que les propos du président ne doivent pas être interprétés comme plutôt une manière de dire à ses compatriotes, écoutez, il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses vont venir ensuite et nous sommes déterminés à mener ce combat. Actuellement, ce sont des opérations ciblées, c'est ce qu'il a dit, et donc bientôt, on va commencer le vrai travail sur le terrain pour amener la population à sortir de cette situation. Geoffroy Bara. Oui, moi, je crois que quand on suit le grand entretien, il y a quelque chose qu'il faut reconnaître au capitaine Ibrahim Traoré, le président, c'est sa franchise. On a été très souvent habitués, depuis Roch Kaboré jusqu'à Damiba. Bon, quand je dis jusqu'à, c'est lui qui a tombé Damiba. Bien sûr. Voilà. Mais ça a tellement duré, la question du terrorisme, là, qu'on voit cette longue période. Mais le discours a toujours été de dire, c'est vous qui ne sentez pas que sur le terrain on avance. C'est vous qui ne voyez pas que on a inversé la tendance. C'est vous qui, quelquefois, inventez des difficultés et qu'en fait, il n'en a pas. Non, avec le capitaine Ibrahim Traoré, il faut reconnaître quelque chose. Il y a un discours de vérité, il y a un discours de sincérité. Quand il dit, les jours là seront durs, mais c'est une vérité. On est en guerre. Ça ne va pas s'effacer du jour au lendemain. Et puis, c'est pas parce que, on a mis un drapeau à Solenzo que c'est fini. Et puis, on est tous burkinabés. On entend ici et là. Moi, je dirais que le week-end, je discutais avec un ami qui me disait, sa femme, elle est pratiquement en pleurs parce que son village vient d'être pris. Les parents, elle ne sait pas comment et tout. Ça, c'est la réalité du Burkina. Donc, ce n'est pas parce qu'on a quelques éclats ici de victoire que ça fait oublier qu'on a une bonne partie du territoire qui est encore sous le contrôle des terroristes et que ces terroristes continuent aussi, quoi qu'on dise, leur marche vers l'avant. Donc, il y a ce discours de vérité-là au moins qui est tenu. On n'est plus dans l'inversion des tendances, on monte en puissance, et ceci et cela. On va terroriser les terroristes. Voilà, on n'est pas seulement dans le verbe. Maintenant, au-delà de cette sincérité-là, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que c'est là où les quelques mots dits comme ça, si on veut s'en tenir qu'à leur signification intrinsèque et le prendre au premier degré, ça pourrait poser problème. De dire qu'on n'est pas encore en guerre. Bon, après, quand même, depuis Kwame Nkrumah, ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui, si on n'est pas encore en guerre, je ne comprends pas. Même si ça fait 4 mois qu'il vient d'arriver, on ne casse pas tout pour dire on n'est pas encore en guerre. Non, c'est pas possible. Mais je comprends peut-être que dans le langage, ce qu'il traduit ici, pour moi, c'est plutôt de la stratégie. Parce que je pense que c'est un langage militaire. Je ne suis pas militaire, je ne peux pas me donner mon doigt à couper ici, quoique je ne peux pas donner plus que ça. J'ai dit que quand je regarde, je me dis que c'est un langage propre à eux. De dire qu'on n'est pas en guerre, c'est de dire qu'on n'a pas encore tout déployé de façon frontale face à un ennemi. Et on est dans la stratégie. Et dans la stratégie, parce que quand dans le même paragraphe, quand
vous disiez, il dit qu'on n'est pas encore en guerre, mais il dit qu'on fait des opérations ciblées. Exactement. Bon, quand vous faites des opérations ciblées, pour le civil, ça veut dire que vous êtes en guerre, ça veut dire que vous êtes face à un ennemi et vous êtes en train de manœuvrer. Donc, c'est dans ce sens-là que moi je prends la chose. Maintenant, c'est une façon de dire que peut-être ça va monter crescendo dans la stratégie et vous allez le voir bientôt. C'est pour ça qu'il dit il y a des moments qui seront durs et ça c'est des choses que je comprends. Pour moi, sur la question de la lutte contre le terrorisme, il y a quand même ça qu'il faut reconnaître, je pense, à mon humble avis, au capitaine Traoré, c'est le caractère volontariste. Et puis il y a aussi, vous savez, quand vous êtes un chef, quand vous êtes un leader, ce que vous devriez traduire aux autres aussi, pour moi c'est l'optimisme. Même quand il dit ça sera dur, ça fait peur. Mais il dit, avec le sourire qu'il a souvent du coin de la bouche, j'ai foi, c'est pas un problème, on va y arriver. Oui, nous sommes sur le chemin de la victoire. Nous sommes sur le chemin de la victoire. Je pense que ça, c'est un bon discours. Et pour moi, ça, c'est très intéressant. Maintenant, c'est clair que c'est normal, nous sommes des civils, sur la question militaire, on n'a pas toute la lecture, on ne pourra jamais l'avoir. Si nous l'avons, mais c'est que c'est foutu. Ça veut dire que les terroristes aussi l'ont, donc c'est foutu pour nous tous. Donc c'est normal qu'il y ait un peu ce discours un peu opaque, mais qu'on puisse retenir peut-être les brides de stratégies nouvelles et puis aussi de l'espoir partagé parce qu'on sait que la situation n'est pas facile. Et moi, je me contente déjà de ça parce que auparavant, il y avait quelque chose qui frustrait vraiment fortement, c'est qu'on vienne dire aux malades que tu n'as pas mal. C'est toi qui penses que tu es malade, sinon tu n'es pas malade. C'était le genre de médecin auquel on avait droit avant. Maintenant, quelqu'un qui vient vous dire, je comprends votre douleur, mais on travaille là-dessus. Je me contente déjà de ce début-là. Maintenant, il y a beaucoup d'autres choses qui vont venir, peut-être sur lesquelles on pourra se pencher. Oui, je comprends votre douleur. Votre douleur est réelle. Votre douleur va peut-être s'intensifier, mais nous sommes sur le chemin de la victoire et le chemin de la guérison. Cela passe par des sacrifices et c'est pour cela que nous allons effectivement prendre les dispositions, toutes les dispositions qu'il faudrait pour réussir ce pari. Évidemment, lié à cette question de la sécurité, le président Ibrahim Traoré a dit un certain nombre de choses sur le droit de poursuite, sur les négociations, sur les droits humains, sur les supposées exactions contre des civils. Alors, rapidement, si vous devez faire un tour d'horizon de tout cela, mais évidemment, je vous contrains au temps sur les à côté de la situation sécuritaire. Qu'est-ce que vous retenez d'essentiel dans le discours ou dans l'entretien du chef de l'État? Oui, effectivement, c'est vraiment un résumé que vous me demandez en quelques minutes. Bon, je vais y aller. Sur certains pans, effectivement, c'est lié parce que les choses sont liées. Il y a les questions politiques, parce qu'il a besoin également du soutien de tout le monde, mais en même temps, les activités des partis politiques sont restreintes. Alors aujourd'hui, est-ce que leurs activités doivent se limiter aux activités statutaires ou bien ils peuvent prendre le risque de programmer d'autres rendez-vous? Parce qu'à la place de la nation, on a également des manifestations de soutien à grand renfort de presse par des organisations se réclamant de la société civile. Alors que ce soit les OSC ou que ce soit les partis politiques, les activités de ce genre sont suspendues. Et si maintenant aujourd'hui un parti politique veut également organiser un meeting de soutien à la transition, est-ce que cela pourrait lui être accordé puisqu'il a besoin du soutien de tout le monde? Donc si vous avez besoin du soutien de tout le monde, vous permettez à certains de faire et à d'autres de ne pas faire. Ça suscite naturellement et effectivement des interrogations. Donc il y a une classe politique qui attend d'être située véritablement sur ce qu'elle doit faire puisqu'on attend qu'elle vienne soutenir. Ou bien un simple communiqué laconique demandant du président qui n'a pas pu réunir ces éléments en réunion ou en BPN pour dire bon écoutez, on part dans cette option. Est-ce que connaissant leurs fonctions, ça ce sont des questions que je me pose. L'autre aspect c'est sur les questions de justice et de cohésion sociale. Par exemple, sur l'affaire, sinon il a dit oui c'est bien qu'il soit effectivement jugé. Et la question également qu'il lui pose, il dit qu'il est expert. Que ceux également qui s'élèvent contre la transition vont aussi être jugés. Bon, ça ressemble à comme vous l'avez jugé parce qu'il a dit si, il faut juger les autres aussi parce qu'ils ont dit ça. C'est ça la justice. Mais le débat de fond qui se pose, c'est que il y a sur les questions de la cohésion sociale, il y a un débat de fond qui se pose
Donc, il y a une sorte de récupération religieuse d'un coup d'État opéré par un soldat qui ne dit pas son nom dans le discours. Et il faut également mettre ces questions sur la table de façon courageuse et dire que je suis là pour tous les Burkinabés. Il a même dit, le Burkina est un pays laïque. J'aurais aimé qu'il donne beaucoup plus de précision sur le contenu de cette laïcité. Parce qu'il ne faut pas qu'on se voile la face. Certes, tout le monde ne l'entend pas de cette oreille. Tout le monde ne l'entend pas de cette oreille. Il faut suivre. Il faut qu'on s'accorde. Ouais, il faut qu'on s'accorde là-dessus. Le contenu de la laïcité. Tout à fait. Il faut suivre le discours de certains, suivre les faits et gestes de certains pour comprendre que cette laïcité n'est pas la chose la mieux partagée par toutes les entités sociales au niveau du Burkina. Donc, il y a effectivement des choses claires. Sur le plan de la coopération, où j'ai aimé, c'est de faire la précision. Nous diversifions des partenaires pour demander à qui peut nous aider avec ci ou cela. Maintenant, il ne s'agit pas de changer de, comment on appelle ça, de chasser. De chasser Pierre ou de déshabiller Pierre pour habiller Paul. Voilà, c'est-à-dire que, en d'autres termes, il ne s'agit pas de changer de colon. Il ne s'agit pas de changer de berger, comme l'a dit Zéphirin Diabré dans son interview accordée à Jeune Afrique. Et cette précision, elle est très, 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 très importante. Parce que quand j'avais suivi son premier ministre avec la journaliste russe, je me suis dit, mais c'est comme si on changeait de colon. Dans certains de contenus de l'interview, j'ai dit bien. Parce que quand on l'écoute, c'est comme si il dit, bon, vous pouvez faire comme. Et toute la comparaison, c'était avec la France. Je m'étais posé des questions, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais cette clarification doit être donnée. Comment on appelle ça? Cette clarification aussi doit être clairement donnée pour qu'on sache que c'est des partenaires d'égal à égal. Nous voulons discuter avec eux pour avoir ci, pour avoir cela. Mais ce n'est pas de changer pour dire, bon, nous déchargeons du joug de tel partenaire, mais nous vous prenons pour venir également nous conduire vers quelle destination. Et cette précision, c'est bien effectivement de la donner. Bon, il y a eu, quand il a parlé d'ONG PAM, bon, je pense que les gens ont compris que le chef de l'État sait clairement que le PAM n'est pas une ONG. C'est sûr que dans l'exercice, ça doit être un lapsus, parce que quand il a parlé d'ONG, bon, le PAM n'est pas arrangé dans le lot des ONG. Voilà, mais je pense que là on peut comprendre, et puis effectivement y aller. Mais maintenant, pour terminer, c'est comme je l'ai dit, il y a une assurance qui est là, il y a une sincérité dans le discours, mais sur certaines questions, il faut faire preuve de réalisme et ouvrir l'œil. Penser que certains se trompent seulement comme ça, non. Il y en a qui ont fait un choix clair sur certaines postures d'assumer. Compter sur la bonne foi éternelle également. Il ne faut pas être naïf sur certains aspects de cette situation. C'est d'affronter les choses avec suffisamment de responsabilité. Là, il faut que, en plus de la sincérité, la confiance qu'il a au Burkinabé, c'est d'être réaliste sur certains points. Il n'y aura pas l'unanimité dans ce combat, parce que le choix des méthodes, il y en a qui n'aiment pas la méthode, qui n'aiment pas. Vous ne pourrez pas faire l'unanimité dans une stratégie de guerre. Mais au moins, on pourra juger à l'objectivité de vos choix et à la sincérité de vos choix. Ça, ce sont des critères d'évaluation possibles. Mais avoir l'unanimité, ce ne serait pas possible. L'unanimité n'est pas possible. Il va falloir donc trancher parfois dans le vif et faire preuve de réalisme. C'est ce que dit le juge Bernard Bougma. Alors, il a également dit qu'il faut distinguer la négociation du fait de tendre la main. On ne peut pas négocier avec ceux qui arrêtent des gens et les assassinent. Tendre la main est différent que négocier. Il a également parlé des droits humains. Inoussa Ouedraogo. Nous souhaitons mieux encadrer les VDP. C'est pourquoi ils ne sont plus seuls. Ils sont désormais commandés par des militaires. Il a également parlé des exactions contre les civils qui pourraient être des manœuvres de terroristes qui se transforment en FDS pour faire croire que ce sont les FDS donc, qui ont eu ces comportements-là. Alors, qu'est-ce que vous retenez en périphérie de cette situation sécuritaire dans tout ce qu'a abordé le président de la transition?
Le président a essayé d'apporter des éléments de réponse à des questions que beaucoup de Burkinabés se posaient. Mais comme moi j'ai dit, je suis vraiment resté sur ma soif, que ce soit sur les questions diplomatiques, que ce soit sur les questions de développement, ou encore sur les questions des droits humains. Le président a esquivé certaines questions. Il a su tellement bien le faire que on a eu le sentiment que il a apporté, mais moi franchement j'ai fait l'effort de regarder et de voir les aspects sur lesquels il a essayé d'apporter des éléments concrets, et moi je suis resté je n'ai pas eu ces éléments concrets là. On n'a pas sur la situation sécuritaire dans son ensemble, il a apporté des éléments concrets. Il a dit que ça sera plus dur, qu'on va s'investir plus en avant. Il a également évoqué cette situation de négociation où on ne peut pas négocier avec les gens. Il a parlé du massacre de Nouna, où il a dit que les enquêtes sont en cours. Donc il a dit un certain nombre de choses qui sont concrètes. Pour moi j'attendais des choses que je n'ai pas eues. Donc je dis que, vous savez, Président, c'est très difficile de critiquer Ibrahim Traoré. C'est un messie. Il faut dire votre pensée. Moi j'essaie juste. Il faut dire votre pensée. Moi je ne vous interdis pas. Vous savez, je ne vous interdis pas de dire votre pensée. Non, ce n'est pas vous qui empêchez. Non, c'est un sentiment que je veux faire passer, qui est qu'aujourd'hui, critiquer Ibrahim Traoré, c'est un crime de lèse-majesté au Burkina. Et beaucoup sont aujourd'hui obligés de se taire pour ne pas vivre le courroux de certaines personnes qui effectivement... Vous n'êtes pas obligé de vous taire. Vous pouvez dire que... Je ne suis pas obligé de me taire. Vous pouvez dire que ici c'était bien, mais que là c'était pas bien. Et c'est ce que vous faites d'ailleurs en disant que vous êtes resté sur votre soif. D'accord, merci Président. Alors je pense que j'ai été compris. Cela dit, je pense que... il y a certains aspects sur lesquels Ibrahim Traoré a essayé de nier un peu les évidences. Par exemple, les questions ethniques. Il a dit qu'il n'y en a pas, mais non, il y a véritablement la question ethnique au Burkina qui est posée. Il y a des massacres. On n'a pas senti véritablement la compassion du président, parce que ce sont des Burkinabés qui ont été victimes quand même de tueries. Moi je me serais attendu à ce que le président effectivement condamne fermement ces actes-là, ces actions. Et effectivement il y a les questions de justice qu'il a abordées en indiquant que la justice était indépendante, mais en même temps qu'il le dit, vous voyez un peu sur la question que notre confrère de l'événement a soulevée. Il est passé un peu là-dessus en indiquant que soit le journaliste n'a pas eu toutes les informations, soit il était de mauvaise foi, et que lui-même a demandé à voir un peu le rapport. Bon, ça veut dire quoi? Si le président demande à avoir le rapport, est-ce que on peut s'attendre à ce que ce soit un rapport objectif? Il dit que le journaliste n'a pas donné ses sources, etc. Oui, le journaliste n'a pas à donner ses sources. Il y a des éléments précis sur lesquels le journaliste a donné des informations. Il appartient effectivement à ceux qui ont les moyens de les vérifier, en tout cas de le faire. Et puis bon, ce serait bien effectivement que ce rapport-là soit mis à la disposition des uns et des autres, transparence pour transparence. Ce serait bien qu'on le sache. Deuxièmement, sur la question de Wagner, le président n'a pas dit si oui ou non Wagner est là. Donc il a dit que Wagner ne sera pas en Burkina. Il a dit que nos Wagner ce sont les VDP. Il a dit que nos Wagner ce sont nos VDP. Il n'a pas dit si oui ou non Wagner est là ou pas. Voilà. Ça c'est en tout cas ce que moi j'ai compris. Maintenant, s'il a dit que Wagner est là, il n'est pas là, ça, je n'ai pas entendu. L'autre aspect sur lequel moi je suis resté sur ma soif, c'est les relations entre la Côte d'Ivoire, le Burkina, entre le Burkina et ses pays voisins. Là-dessus également, le président a survolé la question. Quand on dit pourquoi la Côte d'Ivoire, par exemple, n'était pas au CEDEAO, il a un peu balayé la question.
Or, je pense que c'est très important que le président explique aux Burkinabés les difficultés que nous avons avec certains pays voisins. Si nous avons des difficultés avec la Côte d'Ivoire, il faut le dire. Il faut aussi parler des solutions envisagées. Parce que nous savons que malgré tout, jusque-là, la frontière avec la Côte d'Ivoire est fermée. Le président avait promis, en tout cas, de nous revenir sur la question, mais il n'est jamais revenu sur la question. Sur le rapport Inatan, qui est un rapport qui a fait jaser tout le monde, jusque-là, on n'a pas d'éléments d'information. Donc, il y a des questions comme ça qui sont restées un peu survolées, à mon avis, sur lesquelles le président n'est pas rentré dans le fond et, bon, qui font que j'ai dit que je suis resté sur ma soif. Il est resté sur sa soif et il reste toujours sur sa soif. Peut-être que les jours à venir, il y aura plus d'explications sur certains chantiers et sur certains dossiers. On va rapidement écouter Geoffroy Vara avant de parler quand même des relations avec la presse, puisqu'il en a également parlé. Alors, relations diplomatiques, groupe Wagner. Alors, qu'est-ce que vous retenez dans toutes ces périphéries sur la situation nationale? Bon, moi quand j'ai écouté le président, je me suis demandé s'il n'y a pas un jeu de rôle entre lui et le Premier ministre. Vous savez, dans les interrogatoires, là, il y a ce qu'on dit bad flic, good flic, c'est-à-dire que mauvais policier, bon policier pour tirer le meilleur. Peut-être que le Premier ministre joue le mauvais rôle et que c'est le président qui joue le bon rôle. Je ne sais pas. Sur la question des VDP, quand on lit la réponse qui a été donnée par le président, vous vous rendez compte que c'est tellement policier. Vous le rappeliez tout à l'heure sur la question des VDP, je pense que je vais retrouver voilà ce qu'il dit. Nous souhaitons mieux encadrer les VDP, c'est pourquoi ils ne sont plus seuls, ils sont désormais commandés par des militaires. C'est-à-dire, il met en avant l'effort fait pour chapeauter les VDP, canaliser et avoir de bons résultats sur la question, par exemple, du respect des droits de l'homme et tout. Mais quand on a entendu notre Premier ministre, face à, je ne sais plus c'était qui, c'était l'ambassadeur du Canada. Il a dit, nos VDP tuent pas plus que les... En fait, pour paraphraser, pour caricaturer, ils ne sont pas plus mauvais que les terroristes. Et j'ai dit, c'était vraiment tellement mal avancé ça. Mais quand on écoute le président, c'est beaucoup plus construit. On s'est dit, c'est peut-être le civil là qui devait venir sauver le militaire dans le discours, mais c'est le militaire qui vient sauver les civils dans son discours. Ça, c'est un élément que je fais remarquer. Maintenant, je suis d'accord avec Inoussa. Quand on parle de la question du vivre ensemble et de certains éléments, je pense que le président, il a très malencontreusement botté ça en touche. Dire qu'il n'y a pas de problème de ce type au Burkina, c'est ne pas y être. Il y a ce problème-là. Quand lui-même, dans son discours plus loin, il parle des frustrations d'une partie du Burkina et qu'il trouve même légitime au regard de la façon dont on a dans notre gouvernance traité une bonne partie du Burkina. Et puis dit que ces frustrations-là n'existent pas, ou bien qu'il n'y a pas ce ressenti, ou bien qu'il n'y a pas cela en termes d'impact dans notre vivre ensemble. C'est d'abord un double discours, et puis à la fin finit par dire que non, ça n'existe pas, c'est trop facile. Ça, je trouve que quand même, je m'attendais à ce que là-dessus, les journalistes enfoncent le clou. Bon, mais là, à chaque fois, j'ai eu comme l'impression qu'il y a eu des bêches laissées pour qu'ils puissent s'échapper et continuer, et aller sur des sujets qu'ils préféraient. Donc, en définitive, quand on regarde, il y a beaucoup de sujets qui sont abordés. Quand il dit, il ne va pas peut-être en profondeur, il n'est pas acculé forcément là-dessus, et puis il passe à autre chose. Sur la question du vivre ensemble, ce qu'il a dit, je trouve que ce n'est pas vrai. Ça c'est pas quelque chose qui peut être partagé. Alors que c'est essentiel dans la situation. Sinon, on n'aurait pas appelé à ce que chacun fasse attention. D'ailleurs, de communiquer de ministère ici sur la question du vivre ensemble avec les vidéos et les audios qui circulaient. Si ça, lui, n'a pas entendu, c'est que vraiment, il y a un problème. Donc, pour moi, ça aussi, c'est une vérité qu'il faut accepter de regarder pour moi en face. Maintenant, même sur les questions de coopération, on est aussi resté sur notre fin. Dit que sur la question française, il ne faut pas faire un plat, il n'y a pas tant de problèmes que ça. Oui. Je pense que ça, c'est du correct diplomatique. Et il y a aussi l'autre point qui était, je ne sais pas si je me retrouve, il y avait un autre point aussi qui, moi, m'avait
m'avait fait tilt. Je ne sais pas s'il me revient, mais je pense qu'il va... La lutte contre la corruption ou... Oui, bon, même si la question de la lutte contre la corruption, il a dit que la SELC a tous les leviers et que la justice elle est indépendante. Il n'y a pas d'éléments autres mesures qui sont dictées et tout. Mais je rappelais encore hier, il n'y a même pas une semaine, sur le dialogue politique qu'initie le CGD de façon régulière, ça a été dit. On a l'impression que la SELC a un regard sur le civil, pas sur le militaire. Ça, tout le monde l'a dit. Et puis, on ne va pas se faire l'économie de rappeler au président lui-même qu'il a dit qu'il connaît les milliardaires gradés. Il ne sait même pas comment est-ce ils sont arrivés à amasser pareille richesse. On a le délit d'apparence au Burkina. Qu'est-ce qu'on en fait? Oui. Si on veut être logique avec nous-mêmes, autant on est en train de piquer du député, mais il faut piquer de la hiérarchie. Ça aussi, je pense que c'est le minimum. Maintenant, vous faisiez la brèche tout de suite, peut-être sur quoi on va arriver. C'est bien de parler des journalistes. Oui, mais quand on parle des millions qui ont circulé, il y a un directeur général de la LONAB qui est en train d'être entendu aujourd'hui devant les tribunaux, mais qui l'a mis sur la table. C'est bien le travail de ces journalistes-là. Exactement. On va venir donc aux relations de la presse. On n'a pas, je fais mon mea culpa, on n'a pas beaucoup parlé de la réforme judiciaire, telle que le souhaite le capitaine Ibrahim Traoré, pour faire donc des prisonniers, pour que les peines soient commises en travaux d'intérêt public. On n'a pas parlé du contrôle du secteur minier, on n'a pas parlé véritablement des exactions contre les civils, on n'a pas parlé, on n'est pas aller plus en avant dans les questions de négociation, mais je l'ai dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même, et comme on n'a pas commencé par nous-mêmes, terminons par nous-mêmes en parlant de la responsabilité de la presse, puisque selon le capitaine Traoré, on ne veut pas museler la presse seulement, il y a des propos qu'il ne faut pas tenir. Nos hommes de médias doivent pouvoir développer des techniques pour motiver les soldats au front. Oui, c'est-à-dire que là, il nous demande de faire de la communication. Ce n'est pas de l'info en ce moment. Ça, c'est de la com en faveur d'un camp. C'est à la limite, on rentre dans la propagande, parce qu'on rentre dans une communication de guerre. Maintenant, cette communication de guerre doit avoir pour support un plan de com bien précis pour les médias, et parce que ça demande des moyens. Dans ces conditions, je pense que c'est à l'autorité de définir clairement ce qu'elle veut mettre comme contenu et coup de pouce qui peut lui être donné, effectivement, pour aider dans cette communication où nous sommes. Le plan de communication qui avait été élaboré, je pense qu'au niveau du ministère de la Communication, c'était beaucoup plus un plan de communication de crise qui est en train d'être revu pour élaborer un plan de communication de guerre. Donc, effectivement, ça change. Nous ne sommes pas dans une situation pratiquement de crise, mais dans une situation de guerre. Donc, il doit y avoir effectivement un plan adapté. En ce moment, vous avez un support. Maintenant, si vous demandez à chaque média, à qui mieux, de s'organiser pour faire la com, j'ai dit, il y a un coût. Ça, il y a un coût. Maintenant, ce qu'ils demandent, j'ai dit bien de la communication. Alors qu'on a besoin d'informations, parfois aussi à donner. Geoffroy l'a dit. Les députés sont acculés, humiliés d'ailleurs. L'homme politique est taxé de tous les noms d'oiseaux, diabolisé à la limite. Mais aujourd'hui, la plus grosse part du budget du Burkina revient à qui? C'est à la défense et à la sécurité. La loi de programmation militaire est évaluée à combien de milliards? C'était plus de 700 milliards. Il y a eu une année où le ministère de la Défense n'a même pas pu épuiser son budget. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a de la gestion de ces sous-là? Donc, pour que effectivement on puisse avoir ce genre d'informations et aider, parce que la lutte contre le terrorisme passe aussi par l'assainissement de ces circuits-là. Quand ils disent que c'est pour attaquer aussi les sources de ravitaillement des terroristes, ça passe également par ses complices à l'interne. Donc la réalité aussi, elle est là. Et que ça, vous ne pouvez pas faire ça sans les médias. Il faut donc associer les médias. Voilà. Mais maintenant, si vous voulez que les médias, j'ai dit bien, communiquent pour vous, j'ai dit, on rentre dans une autre dimension qu'il faut également, j'ai dit naturellement, prendre en compte. Quel est le plan d'ailleurs de com du gouvernement? Vous rentrez à Ouagadougou. Rien. Il n'y a aucune pancarte qui nous dit que nous sommes dans une situation de guerre et qu'on nous demande de parler ensemble
d'être unis et d'être ceci. Il n'y a aucun signe, il n'y a rien. Sur les grands tableaux d'affichage, il n'y a rien. À la télévision nationale, c'est quelques rares fois que par moment, des vidéos viennent vous rappeler qu'on est en guerre. Et ça s'arrête là. Et parfois d'ailleurs c'est l'œuvre de personnes ou d'organisations qui prennent sur eux la responsabilité de proposer une bande-annonce, comme on appelle ça, une vidéo pour aider à sensibiliser. Ils disent oui c'est bon, c'est un sport, et puis on passe à autre chose. Donc je pense aussi qu'on demande aux médias qui font déjà comme on appelle ça, un travail gigantesque. Un travail gigantesque. Quel est ce média qui a pris fait cause pour les terroristes et qui célèbre chaque matin les terroristes? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc je pense qu'il y a un discours qui est réaliste, mais il va falloir également qu'on se parle de façon honnête et sincère. Parce que quand ça dérange un peu, on sait également ce qui va avec. Alors, parce qu'on est pris par le temps, on va juste faire le tour de table sur cette question. Et le président Ibrahim Traoré a reconnu qu'il y a de bonnes choses qui se disent sur les plateaux télé. Évidemment, il y a eu cette polémique avec la sortie du Premier ministre. Mais tout compte fait, dit-il, il faut comprendre que le travail de l'information devrait s'adapter au contexte actuel de lutte antiterroriste. Inoussa Ouedraogo, 1 minute. Non, il y a nécessairement un besoin que les autorités et les organisations professionnelles des médias se retrouvent pour échanger, pour discuter sur les meilleures formes de partenariat ou de collaboration qu'il peut y avoir dans ce contexte-là. Par moment, on a eu ces échanges. Malheureusement, ce n'est pas allé plus loin. Mais il y a une incompréhension totale du rôle des journalistes, de ce qu'on attend des journalistes par rapport donc à ce qu'ils doivent faire comme travail de communication. Et c'est dans la concertation, dans les discussions, dans les échanges que nous pourrons donc parvenir à nous comprendre mieux. Mais je dis que au niveau des journalistes, il n'y a pas d'apatride, il n'y a pas quelqu'un qui est contre le pays, il n'y a pas quelqu'un qui travaille pour les terroristes. Tout ce que nous faisons, c'est parce que nous estimons être bons pour le pays, au nom du droit à l'information, au nom aussi de la liberté d'expression. Et je suis persuadé qu'il n'y a pas d'antinomie entre la liberté d'informer et la lutte contre le terrorisme. Chacun fait son travail. Les journalistes, leur rôle c'est d'informer, ils informent. Les militaires, leur rôle c'est de faire la guerre, qu'ils fassent la guerre. Chacun joue son rôle pour que la nation s'en sorte. De toute façon, il y en a. Geoffroy Wara a dit, le capitaine Ibrahim Traoré, qui ne voit que le mauvais côté, mais jamais le bon. Il ne voit que l'obscurité, jamais la lumière. En quoi il contribue à la lutte? Non, vous savez, quelquefois aussi, la perception, c'est dans l'oreille de celui qui entend. Vous ne pouvez aussi entendre de quelqu'un d'autre que de la critique, alors que peut-être l'objectif est que c'est l'amour pour la patrie qui l'amène à dire ce qui ne va pas. Les journalistes, les médias burkinabés sont assez responsables. Ils ont toujours été au rendez-vous du combat contre les errements, et ça de tous les temps, depuis Blaise Compaoré avant jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ce qui a permis qu'il y ait, comme on appelle cette pression-là, sur les questions de gouvernance, et qu'on ne s'asseye pas à dire que tout va bien et à être des laudateurs et des témoins oubliés de notre propre histoire. Ça, il faut l'accepter. Maintenant, il ne faudrait pas se méprendre sur le rôle du journaliste. Si, et je rappelle toujours les propos de Bourema, et j'aime le rappeler, si les journalistes que nous sommes là, on devait s'asseoir sur des plateaux pour dire tout ce qu'on sait, ça n'allait pas être bon. Alors vous parlez de Bourema Ouedraogo, l'ancien président de la CEP, la Société des éditeurs de la presse. Il le rappelle tout le temps. Si les journalistes devaient s'asseoir sur des plateaux, bien écrire, dire, faire tout ce qu'ils savent, ça n'allait pas être bien pour nous tous. Mais il y a ce patriotisme-là qui habite tout le monde, et on a de la réserve dans ce qu'on donne et dans ce qu'on partage. Donc, ce patriotisme-là, je pense qu'il faut respecter, il faut apprécier les médias burkinabés pour cela. Maintenant, il y a des éléments qu'on peut trouver ensemble. Je pense que c'est se parler, discuter. Il y a un problème, c'est que la méfiance, c'est eux qui l'ont vis-à-vis de nous. Ça, il ne faudrait pas qu'on se leurre. Quand vous cherchez à avoir un ministre que vous ne l'avez pas sur des questions essentielles, et que dès que vous le trouvez, vous lui posez la question, il dit « je ne suis pas venu ici pour ça », vous voulez répondre à sa place comment, ou bien vous voulez colporter quoi. Et puis n'oublions pas, on aime souvent prendre, non, le cas Russie, Russie, Europe, écouter les médias européens. Mais regardez les médias européens, ils ont toutes les autorités qu'ils veulent pour venir faire la propagande. Chez nous aussi, vous voulez avoir un ministre, c'est compliqué. Vous voulez qu'on parle à leur place? Je pense que c'est ça aussi la réalité aujourd'hui. Oui. Sur certaines questions, vous cherchez à les avoir, vous ne les avez pas. Vous voulez qu'on s'assied sur les plateaux pour parler à leur place? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut qu'ils acceptent de nous regarder d'abord en partenaire
et on s'assied, comme disait tout à l'heure Inoussa, et qu'on voit comment est-ce qu'on peut s'accompagner, parce que les médias n'attendent que ça. Accompagner. Nous sommes tous d'accord. De la situation de guerre dans laquelle nous sommes, ce n'est pas de la neutralité. Parce que même la neutralité, lorsque vous êtes face à quelqu'un qui est en train de se faire brimer, ce n'est plus de la neutralité, il faut le voir autrement. Ça peut être même une non-assistance. Ce n'est pas dans ça que les journalistes sont. Je dis encore, si tout le monde devait dire ce qu'il a, ça pouvait ne même pas contribuer au Burkina. C'est parce que chacun a cette conscience-là, qu'on sait ce qu'on donne et on sait quand on le donne. Quand on sait que ça peut permettre d'améliorer les choses. On est des partenaires, il faut que ça, ils se l'entendent pour dire, et qu'on s'asseye et qu'on discute. On est des partenaires, tenez-le vous pour dit, et il faut qu'on s'asseye et qu'on discute pour la marche de la nation, parce que nous ne sommes pas opposés à ce que les choses se passent bien. D'ailleurs, on est très frappés par cette situation sécuritaire, et les premiers qui ont besoin que la situation se normalise, c'est bien le monde des médias. Ainsi s'achève cette audience du tribunal de l'actualité, la première de cette 6e semaine de l'année 2023, qui vous a proposé la lecture des juges sur le récent grand oral du président de la transition burkinabé. Évidemment, on a juste abordé quelques aspects de ce grand oral. Merci juge Bernard Bougman. Merci président. Merci juge Geoffroy Bara. Merci. Et merci juge Inoussa Ouedraogo. Merci également aux équipes techniques de réalisation ainsi qu'à vous tous, auditeurs et auditrices de Radio Watt FM, téléspectateurs et téléspectatrices de Tru TV, pour votre constante attention et pour votre fidélité renouvelée. Notez bien ceci, je voudrais n'a jamais rien fait. J'essayerai à faire de grandes choses, je veux à faire des miracles. Soyons donc des partisans du je veux, en attendant de retrouver le tribunal de l'actualité demain pour une nouvelle audience avec un maillet tout juste, incisif et sans complaisance.